Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh bien, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmari. Alors, je sais pas si je peux en parler, ok. En Mauritanie, bah, en fait, moi, je parle en fonction de ma vie d'avant parce que je suis née en Mauritanie, j'ai grandi là-bas. Il y a plein de choses que j'ai jamais vues ici et que j'ai vues depuis que je suis en France. La première chose que j'ai vue ici en France, qui j'étais vraiment choquée, c'est dans les transports en commun, je voyais des couples s'embrasser devant les gens. Et moi, j'étais comme ça, je me disais que c'est pas possible parce qu'en Mauritanie, dès que tu tiens la main d'un homme, même si c'est ton frère, mais les gens, ils vont te juger, du coup, t'as tellement peur. Mais ici, dans le transport en commun, il y avait tout le monde et je voyais des couples s'embrasser. Et moi, j'étais comme ça, je disais que les gens, ils les regardaient pas, en fait, ils s'en foutaient. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est de voir... Après, moi, je suis pas contre l'homosexualité, mais sauf que voir deux filles ou deux garçons être en couple, s'embrasser, vraiment, ça m'a choquée. Après, je suis pas contre, mais sauf que c'était ma première fois de voir ça ici. Ouais, c'est la première fois que tu vois ça. Ouais, c'est... Je me rappelle que ça interpelle un peu et ça choque. Ouais, ça m'a choquée. Et aussi, voilà, tous les bâtiments, parce que nous, c'est vrai qu'on a des bâtiments, mais on n'a pas des longs bâtiments aussi grands que ceux que je vois ici. Et en même temps, les transports en commun, les tramways, les métros, c'était ma première fois de voir ça. Moi, quand je voyais ça, j'étais comme ça, je faisais que regarder comment les transports ils passaient par la voie souterraine et ils sortaient. C'était magique pour moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des podcasts d'Azmari. Je suis Cécile, bénévole à Azmari et aujourd'hui avec Hélène, aussi bénévole, nous accueillons Fatouma, originaire de Mauritanie, qui a 28 ans et qui est en France depuis 2 ans. Merci et bonne écoute. Alors, c'était en fait en Mauritanie, dès qu'une fille atteint un certain âge, genre, t'es obligé de te marier parce que sinon tu deviens le fardeau, la honte de la famille et tout. Du coup, moi, j'ai des petites sœurs. J'ai des petites sœurs qui ne sont pas mariées, en fait, parce qu'on m'attendait, vu que c'est moi la plus grande, du coup, c'est moi qui dois marier en première. Et après, ça doit venir sur les petites sœurs. Et moi, je ne voulais pas marier parce que, en fait, la personne avec qui je voulais marier, mes parents, ils ne voulaient pas parce qu'on n'avait pas le même ethnie. Parce qu'en Mauritanie, on est plusieurs castes. Il y a les Maures, il y a les Peuls, il y a les Harati. Et tout, c'est par hiérarchie, je peux dire. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, je viens dans une ethnie qui s'appelle les Peuls, qui sont les Peuls. Eux, ils se croient supérieurs aux autres, en fait. Et du coup, le mec avec qui je voulais marier, c'était un homme, c'était un Harati, c'était d'un caste inférieur au Peul. Mes parents, ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas d'accord. Et moi, je me disais qu'à un moment donné, ce n'est pas eux qui vont se marier, c'est moi qui vais marier. Et je dois avoir le libre choix de choisir la personne avec qui je vais me marier. Mais c'était compliqué parce qu'eux, ils disaient que non, en fait, tu peux pas le faire. Et ils voulaient m'imposer un mariage forcé que j'ai pas accepté du tout. Et voilà, à un moment donné, vu que moi je me suis pas mariée, et mes petites sœurs sont mariées. Après, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, c'était obligé. En Mauritanie, en fait, ok, je voulais pas marier, mais s'il y avait une association ou au moins si je pouvais porter plainte, comme quoi mes parents ils sont en train de me forcer ou m'obliger à marier. Si en fait la loi mauritanienne pouvait me défendre par rapport à ça, je pouvais quand même aller porter plainte et tout. Mais sauf qu'en Mauritanie,
Genre, même quand tu as ce problème-là et que tu pars te présenter au commissariat et tout pour porter plainte à tes parents, genre, au lieu d'être coupable, non, au lieu d'être victime, tu vas être coupable parce qu'ils te diront, ouais, t'es obligé d'obéir à tes parents de toutes les façons. Voilà, les parents, ils savent ce qui est mieux pour toi. Du coup, j'ai décidé de m'enfuir, de m'échapper parce que la personne avec qui eux ils voulaient que je me marie, c'est une personne que je connaissais pas, de un. De deux, c'est une personne qui était mariée, il était vieux. Juste parce que mes soeurs sont mariées, là, on me considérait un fardeau et que que coûte, je devrais marier. Du coup, moi aussi, j'ai décidé de quitter la Mauritanie à cause de ça. Parce que en fait, à travers l'association Touche pas à ma soeur, on faisait des sensibilisations sur le mariage forcé et tout. Moi, je me disais que je ne me voyais pas en tant que militante et tout, faire des sensibilisations sur le mariage forcé, en même temps être victime du mariage forcé. Et du coup, ouais, il y avait cette pression qui était encore plus grande parce que, comme tu dis, tu étais l'aînée de la famille, tes petites sœurs étaient mariées et du coup, tu étais encore plus obligée de... Ouais. Mais c'est ça, j'étais obligée de suivre parce que c'est tout le monde qui en parlait. Après, c'est pas que la famille, c'est les voisins, c'est là où tu passes. Ouais, tu as grandi jusqu'à présent, tu t'es pas mariée et les parents, tes petites soeurs sont mariées. À un moment donné, tu peux pas en fait, même si tu veux rester fort, genre tu peux dire que je m'en fous, les gens ils peuvent parler, mais à un moment donné, ça va être plus fort que toi. Ça parle partout. Et voilà, tu vas être toujours au milieu de la discussion tout le temps. C'est les gens qui appellent pour dire « Ouais, ta fille, elle s'est pas mariée », qui appellent mes parents pour dire « Ouais, jusqu'à présent, elle s'est pas... » C'est devenu une pression tous les jours. C'est cette pression que je subissais et j'en pouvais plus. Et je préférais sortir de la Mauritanie, quitter la Mauritanie, que d'accepter de marier avec quelqu'un que je connaissais pas et que j'aimais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'eux, ils acceptent que je me marie avec la personne avec qui j'ai choisi, mais eux, ils ne voulaient pas. C'était hors de question. Mais voilà. Après, finalement, c'était ce choix-là que j'ai pris. Mais voilà. Donc, c'est ce qui t'a amené à venir en France. Pourquoi la France, du coup Ouais, pourquoi la France? Parce que la France, ici, j'ai deux grands frères et j'ai une cousine aussi qui a eu à peu près la même histoire que moi. Et puis voilà, c'est elle qui me disait, ouais, mais quand tu viens ici, c'est sûr que moi, peut-être je vais t'aider. Et puis voilà. Après, c'était que la France que je voyais en premier lieu. Et je me disais que voilà, la France est un pays de droit en fait. Et est-ce que du coup les attentes et l'image que tu avais de la France correspondent à la réalité que tu vis maintenant? Est-ce qu'il y a Alors, comment se passe ta vie en France? Alors, moi, il y avait plein de choses que j'ignorais en France. Genre quand tu n'as pas le titre de séjour, que tu n'avais pas le droit de travailler. Et quand tu n'avais pas le titre de séjour, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Genre, tu ne peux pas trouver un logement. Tu n'as même pas le droit de rester en France, en fait. Et voilà, depuis que j'ai eu ma demande d'asile, je cherche une formation et un travail. Après, ça a pris beaucoup de temps. Je sais pas, peut-être je me suis dit c'est dû au Covid. C'est pour cela que j'ai pas encore eu le travail et tout. Voilà, et concernant les droits, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu en France, je pense que c'est un pays un peu de liberté. Bon, quand je dis liberté, pas liberté, mais genre, tu es libre de faire ce que tu veux. Il n'y a pas quelqu'un pour te dire, fais ci, fais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, ou j'ai pas encore vu ça, genre, fais pas ça. Par exemple, en Mauritanie, je donne juste un exemple tout bête. Genre, quand une femme, surtout de là où je viens, genre, je peux pas me balader en pantalon ou sans le voile sur ma tête. On va me juger directement. Mais sauf qu'ici, genre, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux, tu mets le voile, tu passes. Tu mets ton pantalon, tu parles. Les gens, ils te regardent pas. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas pareil en Mauritanie. Là où tu passes, les gens, on te juge. Ouais, pourquoi tu t'es habillée comme ça? Pourquoi tu fais ceci? Bah, voilà. Et donc tu peux nous parler de ton investissement dans le milieu associatif en Mauritanie. Est-ce que tu aurais pour projet de le perpétuer ici en France? Est-ce que tu as déjà des envies peut-être
des projets soit à rejoindre, soit peut-être même à créer. Est-ce que pour toi, il y a aussi des problèmes spécifiques peut-être relatifs à la condition des femmes en France ? Alors, en France, je sais pas. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que il y a un peu de liberté, genre la femme elle est libre de faire ce qu'elle veut. Peut-être un peu aussi de les violences, je sais pas, et même ça, en fait, j'ai pas côtoyé trop les Français, bon, je le vois que de vue. Je sais pas, en fait, c'est quoi le réel problème par rapport à la Mauritanie. Mais je pense qu'en France, quand même, c'est un pays qui a quand même beaucoup évolué par rapport à la Mauritanie. Peut-être les femmes migrantes, elles ont des problèmes, mais je ne sais pas. Elles ont des problèmes. J'ai pas trop côtoyé. Je sais pas en fait c'est quoi le réel problème. Bah, toi, du coup, t'es parfaitement francophone et donc déjà, t'as un problème en moins par rapport à certaines femmes migrantes. D'accord. La barrière de la langue, qui est, nous, qu'on a identifié au sein d'Azmari comme un problème qui en engendre plein d'autres. Parce qu'à partir du moment où on parle pas la langue, l'insertion, elle est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus de difficultés à régler plein de démarches administratives, à trouver un travail. Enfin, c'est un problème de base qui en engendre plein d'autres. Et nous, c'est vraiment le principal problème qu'on souhaite à notre échelle régler pour des femmes migrantes, pour qu'ensuite elles puissent outrepasser d'autres difficultés. Donc toi, c'est un problème que tu ne connais pas parce que tu maîtrises parfaitement le français, mais certainement pas à la même proportion qu'en Mauritanie, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de violence et d'inégalité hommes-femmes en France encore aujourd'hui. D'accord. Je pense qu'au niveau des inégalités, en France, elles existent beaucoup dans le monde du travail. On voit qu'il y a des inégalités de salaire. Je connais pas les chiffres par cœur, mais je crois qu'en moyenne, une femme gagne 30% de moins qu'un homme. Il y a des inégalités aussi au niveau des postes importants, donc ça rejoint peut-être un tout petit peu à une échelle bien moindre, mais ce que tu disais sur la Mauritanie, sur le fait que les postes importants sont la plupart du temps exercés par des hommes, que ce soit en politique ou dans les entreprises, etc. Et voilà, et puis après oui, il y a la question des violences, donc ça c'est plus dans la sphère privée du coup des femmes. On se rend compte que au niveau, par exemple, de la sexualité, il y a beaucoup de violences qui sont commises et qui sont beaucoup cachées et tues. Mais ici, quand même, il y a les lois qui protègent les femmes. Vous avez des lois qui protègent les femmes. Oui, c'est ça. Je pense que la différence, c'est que en France, dans la loi, en tout cas, les femmes ont des droits, de façon... on dit que les femmes ont des droits et les inégalités, elles se voient, c'est beaucoup plus implicite, c'est beaucoup plus caché, c'est des choses qu'on dit pas vraiment et qui se passent malgré le fait que les femmes ont des droits. Ce qui fait que en fait, le principal problème, c'est que les violences comme ça, typiquement le harcèlement de rue, etc., c'est pas les femmes vont pas aller à la police pour porter plainte. Parce que même si on ferait valoir leurs droits techniquement, elles s'empêchent de le faire, elles se disent que c'est pas grave, c'est pas assez important, ou elles se bloquent toutes seules de le faire, entre guillemets, et ce qui fait que même s'il y a des droits, il y a encore beaucoup d'inégalités, quoi. D'accord. Mais moi, je dirais pas que je suis choquée, mais quand même, je m'attendais pas à ce que j'ai entendu. En fait, là-bas, en Mauritanie, pour nous, la France, c'est un pays exemplaire. Quand je dis exemplaire, c'est un pays où la femme, elle a tous les droits. Genre tous les droits. Et voilà, parce qu'à chaque fois que les gens parlent, ils disent ouais, la France c'est le pays des femmes en fait. Genre quand t'es une femme là-bas, t'es protégée, genre tu n'as pas de soucis, genre tu peux même te balader à 1h, 2h du matin, c'est sûr que tu vas pas te faire violer par un homme. En fait, pour les Mauritaniens ou les Africains, c'est ça en fait. Par exemple, en Mauritanie, quand tu as plus de 18 ans, quand tu es majeur et que tu te fais violer, quand tu portes plainte, au lieu d'être victime, tu es coupable parce que tu es jugé comme zina. Zina, c'est la fornication en fait. C'est la charia. Ils vont appliquer la charia sur toi. C'est pour cela que plein de femmes n'osent pas porter plainte. Parce que, genre, par exemple, moi, quand je pars chez mon copain et que mon copain me viole, je ne peux pas porter plainte parce qu'ils diront ouais, c'est toi qui es parti trouver l'homme chez lui. Du coup, voilà. Et la femme, elle est condamnée. Déjà, tu subis un viol et après, tu es condamné pour ça.
C'est pour ça que plein de filles n'osent pas porter plainte à cause de ça. Et en même temps, tu es humiliée parce que voilà, ça va se répandre dans le quartier, tout le monde, et puis tu vas être la honte de la famille et tout. Raison pour laquelle, voilà, les gens, ils ont peur. Les femmes, elles ont peur de porter plainte. Ou si la personne qui t'a violée, c'est quelqu'un qui a plus de moyens financiers que toi, genre il peut te donner de l'argent pour que tu te taises, ou donner l'argent à tes parents pour qu'ils ne portent pas plainte. Après voilà, il y a des textes de projets de loi qui n'ont pas encore été votés en Mauritanie, par l'Assemblée, mais là ils ont quand même fait un projet de loi, c'est les violences en Mauritanie, mais ça n'a pas encore été adopté à l'Assemblée. Et moi, je pensais que la France était un pays parfait pour les femmes. Ah ouais. Je pensais pas qu'il y avait d'inégalité ici, déjà. Et je pensais que les viols, on les entend, on les même pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah ouais, beaucoup de travail. Ouais. Alors, parce qu'avant de venir, j'avais contacté une cousine qui vit ici, en France. Elle m'avait dit, ouais, concernant le logement, il n'y a pas de problème, tu viens, moi je t'héberge chez moi et tout. Et moi, j'étais confiante en fait, parce que vu qu'on a grandi ensemble, on a gardé des liens, mais voilà, je me suis dit, voilà, ça va pas poser un problème. Et je suis venue, j'ai vécu avec elle pendant 7 mois. Mais sauf que ça n'a pas été facile parce que voilà, j'ai vu une autre personne, un autre visage, elle m'a montré. Et à un moment donné, elle me disait que voilà, ce n'est plus possible de continuer genre qu'elle pourrait plus m'héberger, que je dois sortir en fait, que je dois sortir de chez elle. Et c'était un moment qui était tellement dur pour moi parce que déjà j'avais pas là où partir, de un. De deux, c'était la première fois pour moi de me retrouver dans un pays où voilà, j'ai pas de famille, j'avais que elle en fait. Après j'ai des frères, mais sauf que eux vivent dans des foyers où il y a que des garçons qui vivent là-bas, du coup je peux pas aller les voir. Et voilà, j'ai essayé d'appeler les associations, mais sauf qu'on me disait ouais, il faut passer par 115, on peut pas t'héberger comme ça. Et j'ai contacté des amis où je dormais aujourd'hui ici, demain là-bas, c'était trop dur. Mais là, il y a mon cousin qui a accepté de m'héberger. Même après que j'ai eu ma demande d'asile, ben, c'est toujours difficile pour moi de trouver un logement. J'ai fait ma demande et tout, mais on me dit toujours il faut attendre. Et là, c'est un cousin qui m'héberge. Et au niveau du travail, est-ce que tu cherches activement un travail? Comment ça se passe? Alors moi, vu qu'en Mauritanie, j'ai évolué dans le domaine de la comptabilité, je voulais continuer sur ça. Mais après, voilà, je sais pas, c'est une formation que j'ai fait en Mauritanie que je veux vraiment continuer. Mais je pense que le travail qui va plus m'intéresser, c'est un peu sur le domaine médical en fait. Être soignante, voilà, du coup je suis mitigée, je sais pas par quelle voie passer. Si je dois continuer ma formation en comptabilité, vu que j'ai un peu d'expérience là-dessus, ou est-ce que je dois plus m'orienter sur le domaine médical parce que je suis un peu passionnée par ça, je sais pas. Et là, je dois prendre un rendez-vous avec mon conseiller pour essayer de voir quelle formation ou si je trouve quelqu'un qui va vraiment m'aider à faire le bon choix. Et est-ce que tu aurais du coup peut-être des conseils à donner à d'autres femmes comme toi, jeunes femmes qui viennent de Mauritanie ou d'ailleurs et qui ont vécu les mêmes choses que toi et qui viennent d'arriver en France et du coup essayent de s'insérer par rapport à toi et ton histoire et comment tu as réussi à passer tout ça et à venir jusqu'ici et à refaire ta vie un peu ici?
Alors, moi, tout ce que je peux donner comme conseil aux filles, c'est de croire en soi, en fait. Il ne faut pas se laisser guider par les parents ou se laisser guider par les traditions. Il ne faut pas accepter qu'on vous impose ce que vous ne voulez pas faire. Que ce soit en France, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Afrique ou en Amérique. Si vous savez qu'à un moment donné, dans ce pays-là où vous pouvez vivre et que vous pouvez vous sentir libre et faire ce que vous voulez, croyez en vous et puis voilà. Et voilà, pour ici en France, c'est vrai que des fois, quand tu viens en France ou dans un autre pays, c'est vrai qu'il faut toujours garder ses principes, mais il faut essayer quand même, il faut aussi essayer de s'intégrer dans le pays où tu as envie de vivre en fait. Genre, je peux pas venir en France et vouloir imposer mes traditions, ma religion et tout. Genre, il faut essayer de s'intégrer avec les gens en fait, par leur mode de vie. Et c'est facile de s'intégrer en France, selon toi? Bon, pas tellement. Moi, je dirais que ça n'a pas été trop difficile pour moi parce que déjà la première chose, c'est de savoir communiquer avec les gens. Et moi, j'avais pas trop de mal à communiquer. Ça, c'était d'un. Et puis voilà. Et le reste, moi, c'est venu naturellement après. Le reste, la façon de s'habiller et tout, voilà, c'est venu naturellement. Alors, concernant mon histoire, je l'ai écrite telle que je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai présentée à l'OFPRA. Bon, ça n'a pas marché parce que ça manquait d'arguments, mais quand je suis partie à la CNDA, j'ai défendu mon histoire et ils m'ont écouté. Il y avait des juges et tout, ils m'ont bien écouté, ils ont bien écouté mon histoire. Et puis voilà, ils m'ont accordé ma demande d'asile parce que pour eux, c'était une forme de violence. Parce que j'étais menacée en fait. Parce que dès que je rentre en Mauritanie, c'est obligé que je trouve un mari pour me marier. Ben, je ne peux pas échapper à ça. Et ils m'ont accordé le droit d'asile. Mais du coup, attends, je peux juste... Après, si tu veux pas y répondre ou si tu veux pas rentrer dans les détails, mais du coup, ta demande d'asile, elle a été... c'était quoi quand tu as fait ton récit à l'OFPRA et du coup après à la CNDA? Ouais. C'était quoi ton motif pour le rejet? Pour le rejet de l'OFPRA? Oui. D'accord. Ah oui. Enfin, toi, qu'est-ce que tu as demandé? Et pourquoi ils ont rejeté après? Sur quel fondement ils ont rejeté ta demande d'asile à l'OFPRA? Et ensuite à la CNDA, du coup, qu'est-ce qui a été accepté? En fait, j'avais pas bien argumenté à l'OFPRA. Quand j'ai dit qu'en Mauritanie, c'était pas facile, genre qu'ils acceptaient, que mes parents avaient du mal à accepter que je me marie avec quelqu'un d'autre qui n'est pas du même caste que moi, alors que j'ai une petite sœur qui s'est mariée avec un Soniké qui n'est pas du même caste que moi. Du coup, à l'OFPRA, ils ont trouvé ça pas cohérent parce que mes parents, ils ont accepté pour ma petite sœur, pourquoi ils n'ont pas accepté pour moi? Et quand je suis partie à la CNDA, j'ai pu m'argumenter parce que en fait, la personne avec qui ma sœur s'est mariée, qui n'est pas du même caste que moi, en fait, il est soniké. En fait, les soniqués, pour dire en Mauritanie, ils les considèrent au même pied d'égalité que les Peuls. Et c'est ce qui n'est pas pareil pour moi, parce que moi, celui que j'ai présenté, c'était un Hartani. Du coup, que ma famille considérait de caste inférieure, vraiment inférieure, qui ne pouvaient pas accepter ça. Et en même temps, j'ai argumenté sur le fait qu'ils m'ont dit en Mauritanie, genre je peux dire que ouais, la Mauritanie, ils s'en foutent, mais eux, ils savent qu'en Mauritanie, il y a des lois qui existent en Mauritanie, il y a des lois qui protègent la femme en Mauritanie. Sauf que moi, je ne dis pas le contraire. Il y a des lois en Mauritanie, il y a des lois qui sont votées en Mauritanie, mais sauf que ces lois-là, ils servent à rien en fait. Ils ne servent que quand les bailleurs viennent pour dire ouais, nous avons des lois pour que les gens puissent les financer, les Européens ou les Américains, je sais pas. Mais en fait, quand on vient en tant que victime, ces lois-là, ils sont pas là pour nous défendre. Ces lois, ils sont dans les placards, dans les tiroirs. En fait, en Mauritanie, tout ce qui les importe, c'est la religion, elle est là. Et puis, les traditions, surtout. Les lois, c'est en dernière position, en fait. Ouais. Au début, c'était flippant. Au début, tout ce que je voulais faire, c'était de rentrer chez moi.
parce que j'avais peur. Pour moi, je suis venue, je pense qu'il y a trouvé devant moi qu'une seule personne, parce qu'à l'OFPRA, c'était qu'une seule personne. Mais à la CNDA, il y avait plus de 5 ans. Il y avait les 3 juges et la rapporteuse et une stagiaire, je pense, c'était une étudiante. Mais elle ne pose pas des questions. Et puis voilà, chacun a au moins 4 ou 5 questions à te poser. Et puis surtout, il y avait un mec. Lui, il me laissait même pas le choix de parler. Dès qu'il me posait la question, il mettait trop la pression. Je sais pas pourquoi il le faisait. À chaque fois que je répondais, il me dit non, tu es hors sujet. De toute façon, c'est parce que il n'arrêtait pas de crier sur moi. L'audience, elle a duré combien de temps? 1 heure de temps. Ouais. Et t'as la présence de t'avais un avocat ou une avocate qui ouais, une avocate qui était présente aussi. Ouais. C'était une avocate qui est commise d'office. T'étais étonnée après un premier rejet de l'OFPRA d'avoir une réponse positive de la CNDA? Non, bon, je dirais non, parce qu'en fait, à l'OFPRA, je me sentais pas forcément bien. Je savais que j'avais pas trop argumenté, en fait, par rapport à l'OFPRA. À l'OFPRA, je savais que je me suis défendue, que j'ai argumenté, que j'ai avancé des preuves, que je me suis défendue. Même quand je suis sortie de l'audience, il y a l'avocate qui m'a félicité, qui m'a dit franchement, je t'ai bien défendue et voilà, j'étais un peu confiante quand même. En parlant de ça, j'ai une cousine qui a eu sa demande d'asile le mois de novembre. C'est quelqu'un, elle connaît le français, mais c'est pas bon. Le niveau, il est un peu bas. Et elle savait pas s'exprimer. Et lorsqu'on l'a convoquée à la CNDA, elle m'a demandé si je pouvais l'aider. En fait, je savais qu'elle avait la capacité de se défendre, mais elle avait peur, elle n'avait pas confiance en elle. Et moi, quand j'ai vu l'histoire, je sais que, bon, je l'ai côtoyée un peu en Mauritanie, je sais qu'elle a vraiment vécu ça. Je l'ai aidée, en fait. À tous les jours, je l'ai venue. Tout ce que je la disais, c'est que crois à ton histoire. En fait, n'essaie pas de changer des mots ou d'inventer, non. Dis ce que tu as vécu. Et puis voilà, tous les jours, je la coachais un peu. En même temps, j'ai fait un petit témoignage comme quoi j'ai assisté à ce qu'elle a vécu et tout. Mais je pense que ça l'a vraiment aidée parce qu'elle est partie. Là-bas, elle s'est vraiment défendue. Elle avait besoin de ça, en fait. Elle avait besoin que quelqu'un la rebooste. Et puis voilà, elle s'est défendue bien. Et finalement, elle a eu sa demande d'asile aussi, le mois de novembre passé. C'est une pression de plus. Dès que tu rentres dans la salle, tu as la pression, en fait. Dès que tu vois les gens comme ça, on dirait que c'est... Ça doit être impressionnant, enfin, mais je te jure, c'est ton jugement, en fait. Ouais, c'est ta vie. Mais c'est ça, c'est... Beɗe taki dande ma e mbeɗe wonde e giɗelam omo ñanti haw yooɗi mbeɗe mantamo kuɗelam omo awƴa mbeɗe awƴa guinde cosan beeli min ko tawɗa nawɗa ɗemgal pulaar jigi min kongi fone gonde janis mbeɗe yilo jama wallir min kele kaŋŋe kalis somo jalla mbeɗe salit omo wela pulagam kanko lamɗo faram innirimo cuɗaram salif settumi konngam dagomayo. Alors, c'est quand j'étais venue, pour moi, j'étais avec ma cousine et je devais ramener ses enfants à l'école tous les matins. Et du coup, pour moi, les métros, genre, quand tu restes debout devant la porte, les portes, elles s'ouvrent automatiquement. Je savais pas qu'il fallait faire comme ça pour s'ouvrir les portes. Et du coup, un matin, j'ai amené ma nièce à l'école. Et on est arrivé à la station. Elle m'a dit, Tata, c'est ici. J'ai dit, ok, on est resté debout. Les portes sont pas ouvertes. Moi, j'attendais que les portes s'ouvrent. À un moment donné, je voyais le métro partir. J'ai dit, mais on est parti. Elle me dit, ouais, mais parce que t'as pas ouvert la porte. J'ai dit, mais je savais pas qu'il fallait ouvrir la porte. Après, finalement, on est parti dans une autre station. On est remonté. On a fait tout le tour pour revenir encore. Mais je savais pas. Et du coup, moi, je l'ai demandé, bah, vas-y, aide-moi. Je sais même pas comment faire. Finalement, il y a des gens qui ont compris que je savais pas comment faire. Ils m'ont aidé. Ça, c'était de 1. De 2, c'était les escalators. C'était ma première fois de voir l'escalator. Nous, on avait les escaliers, mais on n'avait pas les escalators. Du coup, on m'a dit, ouais, si tu viens jusqu'au bout, pour sortir, genre, tu sautes. Moi, je savais pas. Dès qu'à la fin, moi, je sautais. Je voyais les gens me regarder. Après, ma cousine dit, non, tu sautes pas comme ça. Tu fais comme ça, juste ton pied pour m'amener. Et voilà. Il y avait des petits trucs comme ça qu'on
qu'on m'aidait. Et pour les paiements par carte bancaire, un jour ma cousine elle m'a donné sa carte bancaire pour que j'aille faire des achats. Moi je suis venue, j'ai tout payé, la dame m'a donné la machine. J'ai mis la machine, j'ai mis le code, mais j'ai pas appuyé le bouton vert. Et il y avait tout le monde qui m'attendait, moi j'étais là. Elle me dit mais ça passe pas. J'ai dit je sais pas pourquoi ça passe pas. Elle a regardé, elle m'a dit tu appuies ici le bouton vert. Voilà, c'est des choses que j'ai appris peut-être petit à petit. Advice. Il y a un artiste qui s'appelle Advice, il est mauritanien, il est peul, il chante bien. Je l'écoute souvent. Voilà, je sais pas, c'est quelqu'un qui fait du show, c'est un rappeur mauritanien. Et j'ai vu qu'en fait, il y a plein d'artistes en Mauritanie, mais sauf que c'est des gens qui n'arrivent pas à percer parce que dès que tu fais sortir un son, deux sons, ça marche pas, tu baisses les bras. Mais lui, c'est quelqu'un qui n'a pas baissé les bras. Au début, c'est pas facile, les gens le critiquaient et tout, mais il l'a jamais laissé. Il a toujours voulu faire sa musique et puis voilà. Et c'est un peu la fierté en fait de la Mauritanie. Là, il parle, en fait, tu sais, dans notre ethnie Peul, il y a plusieurs castes en fait. Il y a les pêcheurs, il y a ceux qui, il y a les pêcheurs, il y a plein de castes. Et là, il est en train de chanter les louanges des Peuls. C'est un peu ça en fait. Des Peuls, des pêcheurs et des forgerons et tout, ouais, c'est ça. Là, il est en train de chanter les louanges des Peuls et tout. En fait, nous, en Mauritanie, si tu veux, c'est que chaque personne, chaque ethnie a son histoire. Chaque ethnie a son histoire et voilà, c'est de ça qu'il chante. Le titre, c'est quoi du coup? C'est Doftamay. Genre accompagnement à la mer. Genre Doftamay, c'est accompagnement à la mer. Parce qu'il y a des gens de la mer, genre les pêcheurs, tu vois, c'est eux qui amènent les poissons. Et lui, il était avec la femme dans le pirogue et tout. Il chante l'histoire d'amour entre lui et la femme. Bon, voilà. C'est un peu la fierté Peul en fait. Bon, peut-être que vous, en France, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les différentes castes, il n'y a pas les pêcheurs, il n'y a pas... Tout le monde est pareil. Par exemple, nous, dans notre mariage, c'est sûr qu'il y a un qui va venir, qui va parler de toi, de tes grands-parents, de votre histoire et tout. Et ça, c'est une fierté pour nous. Mais vous, dans vos mariages, il n'y a pas des gens qui viennent pour chanter vos louanges et tout. Il n'y a pas de lien. Et nous, il y a tout ça. Hein. Min koy advest linika jey senayode 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 jey senayode